Bonjour à tous, je m'appelle Rami, je suis hématologue, ancien chef de clinique des hôpitaux de Paris. Voici un petit résumé des publications scientifiques de ces derniers jours. La question du port de masque par le public est encore débattue. Nous savons par exemple que le port de masque par une personne symptomatique atteinte de grippe réduit le risque de transmission. Pour l'épidémie du SARS, nous n'avons aucune donnée. Actuellement, pour le SARS-CoV-2, nous avons 2 études expérimentales chinoises qui démontrent que le masque chirurgical réduit le risque de transmission de gouttelettes ainsi que le risque de génération d'aérosols. Nous sommes bien évidemment loin des données populationnelles dont on a besoin pour affirmer l'efficacité de cette stratégie. Une méta-analyse récente canadienne a démontré que les masques chirurgicaux et les masques N95 protégeaient de manière équivalente les individus en dehors d'une situation à risque de transmission d'aérosols. En d'autres termes, les masques N95 et a fortiori les masques FFP2 doivent uniquement être portés par les soignants qui sont dans une situation à risque de transmission R. En l'absence de données claires et par principe de précaution, le port du masque chirurgical semble être une mesure importante pour aider à diminuer la transmission du virus dans la population. À noter qu'une étude récente mexicaine publiée sur le site du CDC a estimé que le R0 du virus était à 5,7 et non pas à 2,2 comme cela a été annoncé initialement par les autorités chinoises. Cette nouvelle étude pourrait apporter un argument supplémentaire pour recommander le port de masque par le public. Beaucoup de personnes se posent encore la question de l'intérêt du confinement dans le contrôle de la courbe épidémique. Pour ne donner qu'un simple exemple, cette mesure semble avoir été efficace dans l'État de New York où la courbe épidémique est en train de s'aplanir, défiant ainsi les projections initialement annoncées. Par ailleurs, une étude chinoise réalisée dans la province d'Hubei a démontré que la mise en quarantaine des voyageurs rapatriés était associée à une incidence extrêmement faible de cas positifs. Nous avons aujourd'hui une idée un peu plus claire sur la cinétique de la réponse humorale et sur la clairance du virus. Une étude allemande publiée dans Nature et portant sur 9 patients a démontré que à J7 du début des symptômes, 50% des patients avaient déjà des anticorps dirigés contre le virus et à J14, tous les patients avaient des anticorps dirigés contre le virus. Cependant, la clairance du virus n'est pas aussi abrupte. En fait, elle est plutôt lente mais soutenue dans le temps. La cinétique de clairance du virus laisse supposer que les patients restent contagieux même après la disparition des symptômes. Une autre étude, chinoise cette fois-ci, a été publiée très récemment et apporte également des réponses très intéressantes. Dans cette étude, les auteurs ont dosé le taux d'anticorps chez 175 patients qui ont eu une forme légère. De manière assez étonnante, 10 patients sur 175 avaient des taux d'anticorps très faibles, pour ne pas dire indétectables. Quand on regarde les données en détail, on s'aperçoit que ces 10 patients sont jeunes, âgés de moins de 40 ans, et que le taux d'anticorps chez les sujets jeunes est significativement plus faible que le taux d'anticorps chez les sujets âgés. Cela peut laisser supposer que les sujets jeunes sont capables de se débarrasser très vite du virus, contrairement aux sujets âgés où la réponse humorale paraît être importante et prépondérante. Concernant l'efficacité des traitements antiviraux contre la maladie Covid-19, nous avons surtout des données concernant les formes légères et ou modérées. Une étude chinoise suggère que le favipiravir pourrait être une option intéressante pour traiter ces formes non sévères, étant donné qu'il réduit la durée de la fièvre et de la toux en comparaison avec un autre médicament qui s'appelle Arbidol. À noter que ces 2 médicaments ne sont pas disponibles en Europe et aux États-Unis. L'association hydroxychloroquine et azithromycine a été étudiée par l'équipe du professeur Raoult à Marseille, aujourd'hui sur plus de 1000 patients.
L'efficacité de cette association semble se limiter aux formes légères et ou modérées de la maladie. Concernant le traitement des formes sévères, une étude chinoise publiée il y a quelques semaines avait montré que le traitement par lopinavir-ritonavir n'améliorait pas le pronostic des patients hospitalisés en réanimation. Une étude publiée plus récemment, portant sur 50 patients hospitalisés en réanimation, a montré que le remdesivir pourrait améliorer le pronostic de ces patients. Nous attendons par ailleurs les résultats de l'étude e-Covid menée au CHU d'Angers qui teste l'intérêt de l'hydroxychloroquine dans le traitement ambulatoire des sujets âgés qui sont à risque de développer des formes sévères. En outre, nous attendons les résultats de l'étude Discovery qui teste plusieurs molécules dans le traitement des patients présentant une forme sévère. Nous sommes également ravis d'apprendre qu'une étude française randomisée qui s'adresse aux patients ambulatoires et testant plusieurs options thérapeutiques va bientôt être lancée. Cette étude s'appelle OUTCOV. Si le traitement précoce des patients pourrait réduire le risque d'évolution vers une forme sévère et raccourcir la durée de contagiosité, ceci reste à ce jour objet de débat. Finalement, la maladie Covid-19 semble être associée à un surrisque d'événements thrombotiques. Il est bien évidemment indispensable de rester vigilant quant au risque de ces complications-là, non seulement chez les patients hospitalisés, mais également chez les patients à domicile qui peuvent être alités pendant quelques jours. Pour terminer cette vidéo, je vous souhaite beaucoup de courage dans cette lutte contre le coronavirus. À bientôt!